Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Bonjour les amis et bon dimanche, ici depuis le Salon de l'Agriculture, dernier jour du Salon de l'Agriculture et en fin d'émission, on fera peut-être le bilan avec le directeur du Sénéca parce qu'il faut faire un petit bilan au bout de cette semaine qui a été bigarrée, on va dire, diversement appréciée par les visiteurs et par les exposants. Ça a été du terrible jusqu'au génial, on est passé par toutes les couleurs des émotions et on en parlera en fin d'émission. Mais pour l'instant, moi je voudrais vous parler de mes découvertes. Vous savez que le Salon de l'Agriculture, c'est le moment de découvrir les beaux produits de nos territoires, quels qu'ils soient. Et aujourd'hui, on va commencer avec la Réunion. Oui, c'est pas habituel, c'est vrai. Généralement, quand on pense agriculture, on pense métropole. On est un peu centré sur nous-mêmes. Et je reçois ce matin, figurez-vous, une filière importante à la Réunion. C'est une filière qui touche au sucre de canne. C'est pas tout à fait le sucre de canne, puisque je suis avec Émilie Marty, qui est responsable du syndicat des producteurs de rhum. Bonjour Émilie. Bonjour. Le rhum de la Réunion. Alors c'est vrai que d'abord, on pense pas toujours territoire d'outre-mer chez malheureusement. Nous quand on pense agriculture. D'ailleurs, vous êtes venu en force cette semaine avec la Chambre d'agriculture de la Réunion. On salue Ludovic qui nous écoute. Et vous avez d'ailleurs assez marqué les esprits des Parisiens et de tous ceux qui étaient là en faisant un before. Il y en a qui font l'after et vous avez fait un before. 3 jours avant le salon, vous avez fait une grande fête de la Réunion au Cerf d'Auteuil qui a été extrêmement remarquée par la profession. C'est vrai que c'est une soirée qui était inédite, organisée par la région Réunion. Et l'idée, c'était de présenter avant le salon l'ensemble de nos produits et de nos exposants, puisque c'est vrai que le salon est un événement extraordinaire, mais pour les professionnels, c'est pas forcément l'endroit adapté. Il y a beaucoup de bruit, une grosse ambiance. Surtout le hall 5 qu'on connaît, celui de l'outre-mer, voilà, c'est la fête en permanence, c'est le carnaval. Mais c'est ce qu'on aime aussi, venir faire la fête, la musique, s'ambiancer, parce que ça, tout le monde se touche. C'est génial. Bon, mais effectivement pour les professionnels, ce n'est pas simple. Et là, ça a permis, notamment à la presse diverse, généraliste, mais aussi gastronomique, de venir découvrir un pool de producteurs absolument exceptionnel. On était 37 exposants cette année à venir de la Réunion. C'est la première fois qu'on est aussi nombreux sur un village Réunion qui fait quand même 800 mètres carrés. Donc on est le territoire ultramarin avec le plus d'espace sur le pavillon 5-2. Et l'idée effectivement de cette soirée, c'était dans un écrin un peu prestigieux, l'Orangerie d'Auteuil, de pouvoir présenter au calme à des professionnels, des influenceurs gastronomiques, à des chefs, à des acheteurs, toute l'étendue des produits agricoles et transformés qu'on peut faire à la Réunion. Fantastique, ça faisait rêver et ça fait encore rêver à tous ceux qui sont encore aujourd'hui toute la journée sur le hall 5. Alors, Émilie, j'ai demandé à mon confrère Alain Marty, Invino, de faire... Normalement, c'est eux qui s'occupent des boissons, l'équipe d'Invino, mais il m'a dit, non, pas ma cousine, tu t'en occupes. Non, mais oui, la cousine de là-bas, c'est une Marty, donc une Marty de la Réunion. C'était pour saluer Alain Marty, effectivement, qui s'occupe du vin et de tous les spiritueux, normalement, sur Sud Radio. Moi, je suis bien content parce que le rhum est un produit que j'apprécie. Évidemment, les rhums antillais sont plus connus que les rhums réunionnais et c'est tout l'objet de votre présence. Ça fait longtemps qu'on fait du rhum. C'est venu des Antilles, ça s'est implanté en Réunion il y a longtemps au moment de l'île Bourbon. Alors, le rhum a une histoire à la Réunion qui est quasiment aussi ancienne que celle du rhum antillais. On fait du rhum à la Réunion depuis 300 ans, un peu plus maintenant. Depuis qu'il y a des pirates. Depuis qu'il y a en réalité de la canne à sucre et de la culture de la canne à sucre. Au premier temps, effectivement, c'était plus du vin de canne. Et puis, la technique a évolué. Il y a eu les premiers alambics. Et à partir de là, effectivement, l'industrie du rhum a commencé à se structurer. Et elle était attachée à la filière sucre, puisque la Réunion a été conçue comme une île à sucre avant d'être une île à rhum. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, nos confrères antillais ont une notoriété bien plus grande que la nôtre sur le marché hexagonal, mais qu'on essaye de rattraper. Et on explique d'ailleurs au Salon de l'Agriculture maintenant depuis 2 ans que la Réunion sait faire du rhum et du très bon rhum.
On va le voir dans une seconde avec de très belles distilleries qui sont représentées ce matin. Émilie, encore un mot. Vous disiez l'industrie sucrière et donc la production de rhum s'est structurée. Il faut expliquer qu'il y a deux façons de faire du rhum. Soit du rhum agricole, comme le font les Martiniquais qui ont fait ce choix, c'est-à-dire à partir de ce vesout, de ce vin de canne, ou alors on utilise des sous-produits de l'industrie sucrière que sont la mélasse notamment. Alors le coproduit mélasse issu de la quand je dis sous-produit, ça veut dire que c'est comme le magret de canard pour le foie gras. Vous voyez, c'est venu après, quoi. Il fallait bien l'utiliser. Oui, mais je salue mes camarades de la filière sucre de la Réunion. Donc ce coproduit, la mélasse, effectivement, c'est le choix qu'a fait la Réunion pour utiliser en fait l'entièreté de la canne à sucre et de tous les produits issus de la canne. On jette rien, quoi. On ne jette rien car avec la bagasse, c'est-à-dire vraiment les résidus de la canne à la Réunion depuis 30 ans, on fait de l'énergie et de l'électricité. Et quand l'ultime résidu issu, que ce soit de la production de rhum ou de la production de sucre arrive, on en fait de l'engrais qui repart à la terre et qui nourrit les exploitations. Les futures cannes. Exactement, et donc c'est un cycle extrêmement vertueux qu'on améliore d'année en année avec les innovations techniques. Et c'est pour ça que le rhum de mélasse, aujourd'hui, il faut vraiment comprendre que c'est une autre façon de faire du rhum. Ce n'est pas un rhum moins bon que le rhum agricole. C'est juste une façon de faire, voilà, un autre goût. Et il y a des amateurs extrêmement éclairés de rhum qui sont fans de rhum de mélasse. D'ailleurs, tous les grands rhums hispanisants des Antilles sont des rhums de mélasse. Toute l'Amérique centrale et les Antilles espagnoles et même les anglaises font du rhum de mélasse. C'est un particularisme un peu français de la Martinique. Bon, on n'y revient pas. À côté de vous, il y a Cécile qui est avec vous. Bonjour Cécile Prusse. Vous représentez une très belle distillerie qui s'appelle le rhum Savannah. Oui. Qui se trouve où dans l'île de la Réunion? Alors bonjour, oui, donc moi je représente la distillerie Savannah, donc on est à Saint-André dans l'est de la Réunion. D'accord. Voilà. Tourné vers l'océan Indien, quoi. Tout à fait. Tourné vers l'Inde. Oui, on est tourné vers l'Inde. On est en bordure d'océan, justement. On est à 50 mètres de l'océan. D'accord. Océan qui, du coup, va avoir une influence sur la production de nos rhums, surtout sur les rhums vieux. Alors, je suis très heureux de vous avoir parce que j'ai goûté vos produits qui sont fameux. D'ailleurs, c'est pas un mystère. Vous avez obtenu des médailles au concours général agricole. Plusieurs médailles. On aura tout à l'heure Olivier Allemand, le commissaire général, qui viendra nous raconter un peu tout cela. Vous aviez présenté beaucoup de produits? Alors sur le concours général agricole, on a présenté 3 produits qui ont tous les 3 été médaillés. Donc 2 d'entre eux ont eu la médaille d'or et le 3e produit a eu une médaille d'argent. Mais ça c'est extraordinaire parce que sur une île qui était réputée pour ses rhums blancs, c'est-à-dire des rhums qui n'étaient pas passés en fût, vous avez remporté sur des rhums vieux. Oui, c'est ça, sur des rhums vieux, oui. La première référence vieillit 5 ans, la deuxième vieillit jusqu'à 9 ans et la troisième vieillit jusqu'à 16 ans d'âge, oui. C'est extraordinaire, Émilie, parce qu'en définitive, ça montre la maturité du marché et de la confection des rhums en Réunion. Exactement, à La Réunion, ça fait maintenant un peu plus de 20 ans qu'on travaille à la montée en gamme de l'ensemble des marques de rhum. Et la création, la fabrication de rhum vieux fait partie justement de cette montée en gamme. Et l'autre produit phare qu'on a à La Réunion, évidemment, ce sont les rhums arrangés qui fonctionnent très bien. Il faut dire que vous avez les fruits pour aussi. Exactement, et les visiteurs du Salon de l'Agriculture n'ont cessé de demander des dégustations sur tous les parfums qui fonctionnent très bien. Et qui, fruits de la passion, voilà. Ananas, banane, maracuja. Maracuja, c'est le fruit de la passion. Là, j'ai fait un doublé magnifique. Dites-moi, Cécile, vos rhums vieux, il y a un travail, je crois, sur l'élevage en bois, sur les fûts qui sont utilisés. Oui, le choix du bois va forcément influencer le vieillissement. Chez Savannah, nous travaillons essentiellement avec des anciens fûts de cognac, donc du chêne français. Donc c'est vrai que pour le coup, les vieux rhums classique Savannah, à La Réunion. Quand on fait du rhum vieux, on prend souvent des fûts de cognac, des vieux fûts de cognac. Ça dépend des distilleries. Certaines d'entre elles prennent des fûts neufs, d'autres des fûts de Bourbon, mais Savannah, oui, en l'occurrence, c'est des fûts de cognac. Comme ça, on reste bien français, quoi, quand même. Oui. Jusque dans le bois. Émilie, combien de distilleries à la Réunion aujourd'hui, de grandes maisons de rhum? Alors on a 3 distilleries indépendantes, donc on a Savannah,
on a la distillerie Isotier et la distillerie Rivière-du-Mât. Chacune propose aujourd'hui des rhums vieux d'exception, font un travail extraordinaire de montée en gamme et de précision sur la fabrication et les assemblages de rhum. Donc il ne faut pas hésiter à venir découvrir ces rhums de mélasse qui sont pour nous évidemment les meilleurs au monde. Eh bien, je vous remercie d'être venu me donner envie de mettre mon nez, peut-être même le bout des lèvres, dans un verre de rhum. En tout cas, ça ne va pas se priver aujourd'hui sur le hall 5, parce qu'il ne faut pas remporter les bouteilles, donc il faut les vider aujourd'hui. Et il y a des amateurs qui vont passer. Est-ce que vous connaissez la Bigorre, cette région ? Alors, très mal, mais il paraît qu'ils ont un cochon d'exception. Ah oui, un cochon noir absolument exceptionnel, qui est appellation d'origine protégée, une des plus belles, peut-être la plus belle appellation de viande porcine et de salaison. Si vous voulez, vous restez dans le coin, ils vont arriver dans quelques minutes. À tout de suite et merci encore. Merci. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, on continue sur ce plus beau marché parisien qui est le Salon de l'Agriculture. Dernière journée aujourd'hui. On est sur le salon, on n'a même pas goûté le rhum, enfin un petit peu là comme ça juste. En revanche, on va pas se gêner pour le jambon qui est sur cette table, une magnifique rosace qui nous a apporté Alexandre Fonseca. Bonjour Alexandre. Bonjour Vincent. Et vous êtes venu accompagné d'un jeune collègue, c'est Nicolas, c'est ça? Exactement. Nicolas qui est avec nous, vous êtes éleveur? Non, je travaille au consortium. Il travaille au consortium, quelle belle. Il est animateur avec nous au niveau de la filière et de l'interprofession du Port Noir de Bigorre. Eh ben, carrément. Alors, vous l'avez dit, Port Noir de Bigorre, ce magnifique cochon noir. C'est important parce que ces races noires, en fait, c'est le Port Noir gascon, mais avec un cahier des charges particulier. Ouais, tout à fait. Alors, la race, c'est le Port Gascon. Ouais. Port Noir Gascon, c'était une marque que l'on avait déposée à l'INPI avant de déposer le dossier de demande AOP, enfin AOC-AOP en 2002. Et comme le nom de la race fait partie du domaine public, donc on ne pouvait pas utiliser le nom de la race pour le nom de l'AOP. Alors c'est le Noir de Bigorre. C'est le jambon Noir de Bigorre et l'AOP Port Noir de Bigorre. Nous avons 2 AOP. Alors ce Port Noir de Bigorre, c'est important parce que moi j'ai fait un petit sondage hier. J'ai eu la chance d'être intronisé cette semaine dans notre famille. Et j'ai fait un petit sondage autour des jeunes, mes neveux, etc. J'ai dit, vous savez où c'est la Bigorre? Alors là, un grand vide, hein. Je peux dire. Et si je vous dis les Hautes-Pyrénées, vous voyez à peu près? Là, pas beaucoup plus. Hein, pour ceux qui ne sont pas du sud-ouest, c'est pas très connu la Bigorre. Non, effectivement. Alors on a peut-être un manque de connaissances territoriales. Ce qui est un peu plus connu au niveau des Parisiens, c'est peut-être Lourdes. Bah oui. Situer, on leur dit bon, on est autour de Lourdes, ils arrivent à situer beaucoup plus sous les Pyrénées centrales. Moi c'est ce que je dis, je commence par Tarbes et puis si je sens un vide dans le débat, on descend à Lourdes, enfin on remonte à Lourdes. Voilà. Alors heureusement le Tour de France passe souvent dans le coin et aide à connaître, mais on dit pas souvent la Bigorre. Non, effectivement. Donc c'est pour ça qu'on a un gros travail à faire, de travail de notoriété, de promotion de nos produits et de faire de reconnaissance réelle de cette appellation par rapport à son territoire et ce terroir qui amène la typicité à ses produits. Alors vous êtes bigourdans tous les deux, hein? Même pas? On peut dire ça. Si. Un petit peu quand même. Alors c'est important parce qu'il y a vraiment je dirais un culte du savoir-vivre, d'une bonne alimentation, de beaux produits. On peut citer évidemment le haricot tarbais, qui est un des phares aussi gastronomiques de ces départements des Hautes-Pyrénées. L'aire d'appellation, hein, puisque quand on parle d'AOP, d'appellation d'origine protégée pour ce Port Noir de Bigorre, l'aire d'appellation, elle est induite. Est-ce qu'elle est conscrite uniquement aux Pyrénées ou ça dépasse un peu sur le Gers? Non. Alors le terroir des AOP Port Noir de Bigorre et jambon Nord de Bigorre, c'est le département des Hautes-Pyrénées, sauf la zone haute montagne. Oui, bien sûr. L'altitude de 1000 mètres. Ouais, il n'y a pas de cochon au-dessus. On est sur la fin du chêne et du châtaignier, le début du hêtre. Ouais. On va retrouver le Comminges en Haute-Garonne. Bien sûr. On est rive gauche. On est sur la Haute-Garonne. Vous savez, quand on descend depuis Toulouse vers le sud, ça se sépare de l'Ariège d'un côté et puis ça va vers les Hautes-Pyrénées de l'autre. Et en fait, la particularité de notre zone, c'est qu'à cette zone-là, elle est faite de ces vallées asymétriques qui ont été de la formation des vallées glaciaires, donc depuis le plateau de Lannemezan, et ça monte tout en éventail. D'accord. Où on a des vallées exposées est-ouest. Un peu des restanques, quoi. On va retrouver la partie sud du Gers, la partie de la Starac. Et après, on a une petite frange aussi. La particularité de notre département, c'est qu'il y a des enclaves.
côté Pyrénées-Atlantiques. Donc on a aussi quelques communes dans les Pyrénées-Atlantiques. Mais non, il y a du noir de Bigorre en Nouvelle-Aquitaine. Ah, tout à fait. Tout à fait. Il y a quelques communes, il y a une quarantaine de communes sur les Pyrénées-Atlantiques. Donc nous avons ces 2 AOP sur 2 régions, Occitanie et Nouvelle-Aquitaine, et sur 4 départements. D'accord. Nicolas, en plus du noir de Bigorre, vous faites partie d'un collectif des races locales, hein, que du beau cochon. On peut en citer quelques autres, puisqu'on n'est pas loin des porcs basques, par exemple. Oui, effectivement, aujourd'hui, on recense 6 races de porcs locales en France. Donc si on commence par le nord, il y a le porc de Bayeux. Oui, en Normandie, effectivement. En descendant un peu plus bas sur la Bretagne, on a le porc blanc de l'Ouest. Oui. Ensuite, si on descend sur la zone de Limoges, on retrouve le fameux cul noir. Le cul noir, le monsieur en Limousin. Exactement. Et si l'on bascule sur les Pyrénées, ce que vous avez évoqué, donc le porc basque, qui a l'appellation d'origine protégée Quintoa. Oui, le Quintoa, absolument. Juste à côté, donc notre cochon, le noir de Bigorre. Et si on bascule sur la Corse, l'AOP Corse. Ah ben bien sûr. Et là, on va faire autrement. Ah bien sûr, avec des jambons formidables. Et tout cela, ça travaille ensemble. Ouais, alors la particularité que l'on a avec ces races locales, aujourd'hui sur ces 6 races locales, 3 ont obtenu des AOP. Donc les 3 du sud, Quintoa, Nord de Bigorre, Corse. Et nous avons beaucoup l'habitude de travailler ensemble. Alors là, nous sommes sur le salon de l'agriculture au sein du Ligéral, qui est le livre généalogique des races locales. Nous avons un stand commun qui nous permet de faire découvrir les produits. On vend tous les produits de charcuterie et de salaison. On peut déguster les races locales sans distinction, je veux dire. Tout le monde est à égalité. On fait des assiettes à partager. Ouais. En fait, c'est un travail éducatif et culturel pour éduquer. Nos races sont des races qui ont disparu, victimes de l'industrialisation de l'agriculture, de l'intensification de l'agriculture après la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, il faut qu'on travaille le goût. On doit se battre par le goût et acculturer les consommateurs au goût. On doit se battre là-dessus. Donc c'est notre objectif avec ces races-là. Et en revenant au collectif, on a d'autres structures collectives avec nos AOP, donc la Fédération des viandes AOP de France, la FEVAO, qui regroupe les 12 AOP viandes françaises. Nous avons aussi une académie française des jambons secs. Une académie? Comment? Il y a des immortels, des académiciens du jambon? Tout à fait, donc Nicolas est un des derniers diplômés. Ah bah attendez, alors là moi je vais poser ma candidature. Moi je vais être à l'académie du jambon, je trouve ça trop beau. Il faut repartir à l'université. Ah ouais, faut bosser. Bien, ouais. Bah oui, il y a un dossier à remettre, il y a des modules à faire, mais c'est pour développer cette culture du jambon sec que l'on n'a pas en France, ce qui existe en Espagne ou en Italie. Et on a besoin de développer, si on veut développer les ventes de nos produits, il faut qu'on en discutait hier, il faut qu'on arrive encore à trouver de nouveaux clients, à culturer nos clients, bouchers, charcutiers, restaurateurs, à valoriser, à savoir couper, comme on voit cette assiette qui a été faite par Nicolas et cette rosace. Une très belle rosace de pétales de jambon, Nicolas. Merci. Exactement. Là, parce que dans votre formation, il y a aussi coupeur de jambon, cortador, comme on dit. Donc nous, on dit plutôt coupeur de jambon. Et sur la formation, on apprend sur 2 modules à couper le jambon, qui est quand même un art et quelque chose de spécifique. Alors, soyons honnêtes, c'est un art qui nous vient d'Espagne, grosso modo, parce que il faut le rappeler, votre cochon. Ce porc gascon qui est en appellation noir de Bigorre, c'est un cousin du porc ibérique. Oui, exactement, c'est un porc méditerranéen. Et donc c'est un cousin du porc ibérique. Ou du Corse d'ailleurs. Et du Corse, ils sont cousins. En fait, tous ces porcs du bassin méditerranéen, c'est tous des cousins. On a tous de ces races d'origine ibérique dans tout le bassin méditerranéen. On les a vus hier, il y avait nos amis d'Aïssé Ribert du port ibérique qui étaient là. Oui, la présidente du consortium. Tout à fait. Et on a l'habitude, nous avons une fédération européenne aussi, avec le port ibérique, le port alentejan au Portugal, la Città Senese en Italie. Et oui, parce Corses. que à l'origine, il faut le savoir, dans la région de Parme, Langhirano, là où on fait ces jambons de Parme, les cochons étaient noirs. Ouais, tout à fait. Avant d'avoir ce large débarquement des populations venues d'Europe du Nord, des cochons roses, quoi. On trouve des traces. Les Romains amenaient derrière les armées des cochons noirs pour faire vivre les armées, quoi, pour manger les épluchures et puis pour nourrir les soldats. Voilà, c'est ça. Alors aujourd'hui, ce jambon, parce qu'il y a une double AOP sur le porc lui-même et sur le jambon. Alors on connaît bien le jambon, ceux qui sont amateurs de jambon. En revanche, la viande fraîche, on la voit pas souvent. La viande de porc noir vendue chez des bouchers ou des charcutiers. Non, on la voit pas souvent, mais pourtant c'est quand même un produit de qualité. Ah oui, certainement, mais la distribution, elle est quand même assez confidentielle. Combien vous faites de cochons dans l'année?
Aujourd'hui, on abat sur l'AOP Nord de Bigorre, on abat 10 000 cochons sur l'année, ce qui représente à peu près 200 cochons par semaine. Ouais. Et on a une spécificité sur la viande. C'est une viande qui est très très rouge et qu'il faut faire cuire rosé. Ah oui, qui est colorée, hein, qui a d'ailleurs une magnifique couleur qu'on retrouve d'ailleurs et dans les jambons et dans les saucissons, les salaisons, parce que la couleur de la viande, elle reste et même à l'affinage, elle va même se foncer encore. Tout à fait. Et la particularité, c'est comme nos cochons mangent, et la particularité de notre AOP, c'est qu'ils mangent beaucoup d'herbe. L'herbe, c'est très riche en vitamine E, il y a beaucoup d'antioxydants. C'est ce qui nous permet de faire des affinages très longs sur les jambons. Combien de temps ? Alors le minimum du cahier des charges, c'est 20 mois. Le produit phare chez nous, c'est le 24 mois. Mais nous faisons aussi du 36 mois et du 48 mois. Et les jambons gardent ce gras très blanc qui est dû à cette consommation d'herbe. Mais en revenant à la viande fraîche, c'est vraiment un produit aussi, les gens sont étonnés quand ils mangent un carré, une côte échine ou un carré, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir faim porc, pour eux c'est cuit alors qu'il faut le manger rosé. Nous on se dit aujourd'hui on peut se comparer à du bœuf. C'est un produit qui est fondant, qui est moelleux, qui a des très riche en arômes, donc c'est un super produit. Mais c'est vrai qu'on va le retrouver plutôt chez des belles boucheries et dans des restaurants, des belles tables ou des types. Et des gens qui sont vraiment attentifs à la qualité du produit parce que c'est un peu cher. Par rapport au porc, au tout venant, si vous voulez. C'est un peu cher. Moi, je dirais pas. Non, que vous direz non. cher, Mais je veux dire, un cochon, d'un point de vue du consommateur. Tout à fait. C'est un produit. Alors soigné, pourquoi il a disparu? Parce qu'il était trop gras. C'est un animal qui pousse 3 fois moins vite que pour standard. Il a 25% de rendement de maigre à moins et il consomme 3 fois plus. Donc c'est ce qui fait qu'il est à un prix 3 fois plus cher. Mais si on aime le gras, le bon gras, là on est servi. On est servi, surtout que c'est un bon gras, ce qui est très bon. Riche en oméga 3 et oméga 6. Donc c'est un produit pharmaceutique, donc il faut en consommer, il n'y a pas de problème. Et voilà, si vous nous écoutez, vous l'avez compris, allez directement à la pharmacie, demandez une boîte de cochon noir de Bigorre. Tout à fait, ça se passera bien. Et vous serez guéri. Merci beaucoup Alexandre, merci Nicolas d'être venu ce matin. Bonne dernière journée, hein. Je sens que vous allez encore couper du jambon aujourd'hui. Ça va, on va finir. C'est tout ce qu'on vous souhaite et merci d'être venu. Allez, on se quitte une seconde et on va parler encore de médailles, de récompenses. Moi, j'adore ça. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Voilà, je fais le marché depuis le Salon international de l'agriculture. Dernière journée aujourd'hui dimanche. Vous avez encore le temps, si vous êtes en Ile-de-France, de nous rejoindre. Parce que je peux vous dire, les caisses et les cajots ne sont pas vides. Encore, il y a encore bien de quoi déguster et dans les bouteilles aussi. Donc, avec modération, bien entendu. Alors, je suis en compagnie de Olivier Allemand. Bonjour Olivier. Bonjour Vincent. Olivier, vous êtes le commissaire général du concours général agricole. La petite feuille, hein, il y avait la petite fleur dans certaines pubs. Mais là, c'est la petite feuille de chêne. La petite feuille de chêne qui existe depuis 153 ans et qu'on retrouve effectivement sur beaucoup de produits dans les étals à la fois des supermarchés et puis des épiceries. Oui, je sais que ça chatouille un petit peu le Sénéca hein, quand on évoque ça. Tout à l'heure, Arnaud sera avec nous. Mais bon, on va pas l'énerver là-dessus, le directeur du Sénéca, parce que c'est vrai que le Salon de l'agriculture avait 60 ans cette année. Il est bon de rappeler que plus de 150 pour le concours général agricole qui a été en fait l'initiateur du Salon de l'agriculture. Oui, en fait, c'est vrai que les agriculteurs, les viticulteurs et les éleveurs montaient à Paris à 53 ans pour comparer leurs produits, mais c'était un salon pour les agriculteurs, par les agriculteurs. Une foire agricole, une foire agricole. Un foirail. Et c'est vrai que c'est après la Seconde Guerre mondiale que le ministre Pisani, voyant la diversité et l'excellence française qui était représentée, dit mais il faut vraiment l'ouvrir au grand public. Et c'est ce qui a donné naissance au Salon de l'agriculture dont on fait les 60 ans aujourd'hui. Vous regrettez pas votre époque Sud Radio? Parce que avant de prendre ces fonctions, vous étiez chez nous, oui, on l'avait avec nous. Non mais bien sûr, en fait, ce n'est qu'une continuité parce qu'effectivement, je faisais, comme vous, découvrir les meilleurs produits du terroir et les meilleurs endroits touristiques. Et c'est vrai que la continuité au concours général agricole, c'est bien ça, c'est de valoriser la diversité de nos produits, donc la diversité de nos territoires et quelque part de mettre à l'honneur toutes ces femmes et ces hommes qui au quotidien produisent l'excellence française. Ah, ça me fait plaisir Olivier parce que vous venez de dire je faisais comme vous et aujourd'hui vous êtes commissaire général, donc j'ai un avenir peut-être, un avenir sérieux. Vous avez encore un avenir.
Bah, tant mieux. Alors, ce concours général agricole, je parlais tout à l'heure d'un petit sondage que j'ai fait parmi les jeunes, c'est-à-dire mes neveux et nièces dans la famille, sur la Bigorre et voilà. La géographie pour les jeunes, c'est terrible, hein, c'est très difficile. Maintenant qu'on a des GPS, on part le nez au vent et on s'enquiert pas de l'endroit où on se rend. Donc ça, voilà le résultat. Et j'ai fait un petit test sur le concours général agricole chez les jeunes. Et je vais être cash avec vous. Hein. Ah bon, ce truc-là qu'on voit sur les bouteilles, moi on m'a dit que c'était de l'arnaque, que c'était pas sérieux, que c'était jugé parti, les jurés. Racontez-nous comment ça se passe, le jury. Alors évidemment, on est le seul concours au monde qui est cadré par le ministère de l'Agriculture. Alors quand je dis cadré, ça veut dire que tous les cahiers des charges dans toutes les catégories de produits et de vins sont définis par l'INAO, l'Institut national de l'origine et de la qualité. On a évidemment tous des cahiers des charges AOP, AOC, IGP que vous connaissez par cœur. Oui. Et l'organisation même des présélections et des finales ici à Paris sont organisées par le ministère avec des tables de jurés. Moitié des professionnels de la catégorie, moitié des consommateurs, comme tous les auditeurs de Sud Radio, qui se sont inscrits dès septembre sur le site du concours général agricole et à qui on a payé une formation d'une journée dans la catégorie qu'ils ont choisi de jurer. On forme pour décomplexer le juré, parce qu'on a tous des ressentis dès qu'on goûte un produit. Bien sûr. Mais justement en fonction des produits pour les sensibiliser au cahier des charges de dégustation. Et être objectif, enfin le plus possible. Et être le plus objectif possible. Donc en fait, c'est quelque chose qui est très cadré. Donc pendant les jurés et l'attribution des médailles. Et derrière, c'est aussi cadré dans les points de vente, puisque en fait on contrôle qu'il n'y ait pas d'usurpation de la médaille, tout simplement. D'accord. Parce que comme une médaille rapporte entre 18 et 40% de chiffre d'affaires en plus pour un producteur qui est médaillé, forcément, il y a certains fraudeurs qui abusent. Hein, et donc du coup on contrôle. Voilà. Bah c'est très bien. C'est bien de contrôler. On en a besoin. Hein. On le voit sur tout ce monde agricole. Les contrôles sont devenus un vrai sujet et notamment pour le concours général agricole. Mais dites-moi Olivier, j'essaye de comprendre. On parle là du salon international de l'agriculture, évidemment les remises des médailles, la finale, c'est vraiment la face émergée de l'iceberg. Hein, parce que le concours général agricole, c'est toute l'année et en région, si j'ai bien compris. Ah ben, le concours général agricole, comme je vous dis, c'est comme l'élection de Miss France. Il y a des présélections dans les départements et il y a les finales, effectivement, pendant 10 jours à Paris. On parle beaucoup des finales parce que c'est le moment où on attribue les médailles. Donc effectivement, toute la presse en parle à ce moment-là, mais il n'empêche que dès septembre, on sélectionne les animaux dans les différentes foires aux bestiaux, les animaux qui sont en finale. Et ensuite, on commence effectivement les présélections des produits et des vins aussi dès octobre. Donc il y a des. Ça veut dire que dès demain, vous êtes à nouveau sur la route pour préparer l'an prochain. Alors on prend une semaine de vacances, mais dès le 15 mars, on repart effectivement sillonner tous les départements de France. Ouais. Et vous le répétez, tout un chacun peut s'inscrire pour être juré au concours général agricole. On choisit sa catégorie si on préfère le fromage, le vin ou les confitures. Oui, quand on s'inscrit, on choisit sa catégorie. Je vous dis, on propose la formation et ensuite, évidemment, on a plus d'inscrits que de demandes de jurés. Bien sûr. Il nous a fallu cette année 7200 jurés, toutes catégories confondues. C'est énorme. Et on a eu plus de 28 000 inscrits. Donc du coup, on a des critères de sélection. Priorité à ceux qui ont fait la formation, parce qu'évidemment, ils sont un peu plus formés et plus qualifiés pour pouvoir le faire. Et ensuite, vous le disiez tout à l'heure, intergénération. Donc les jeunes, post-Covid, on a beaucoup de jeunes qui se sont inscrits pour être jurés. Et puis parité, parce que là aussi, il faut tendre vers la parité, tout simplement parce que grâce à ces jurés consommateurs, on suit l'évolution sociétale. Donc l'évolution du goût des consommateurs, on le voit cette année, on a ouvert de nouvelles catégories, la catégorie bière sans alcool notamment, la catégorie caramel beurre salé, et puis on a ouvert des concours expérimentaux qui sont plus là aussi vers le végétal, parce que encore une fois, il faut suivre les tendances. Il faut suivre les tendances. Donc on a ouvert le chou de la choucroute et puis la catégorie pain de campagne.
pour la filière céréales. Voilà. Formidable. Moi, j'adore. Alors, on est bien d'accord. Là aussi, il faut préciser, ce sont des biens de consommation qui sont jugés. On fait pas les animaux vivants. Ça, ce sont d'autres concours parce qu'on a souvent cette vision des rings avec des présentations de bêtes de ferme, quelles qu'elles soient. Non, là, ça ne touche pas le concours général agricole. Alors, produits et vins, effectivement, c'est produits bruts ou de première transformation. Et après, le concours des animaux, parce que c'est le concours de Paris, le concours des animaux est rattaché évidemment au concours général agricole, mais c'est pas du tout la même organisation. Non. Parce que là, comme on teste, j'allais dire, les aptitudes génétiques de chacune des races, il faut des pros. Il faut des pros. Et ça, on peut pas y déroger. Bon, mais c'est intéressant parce que vous voyez, quand j'entends dire c'est pas sérieux, enfin ça a une image de voilà, non, ça n'est pas acheté par les domaines ou les producteurs pour faire du chiffre en grande distribution. Et j'aime bien l'idée que la moitié sont des gens venus de la société civile sans aptitude particulière, sauf celle que vous leur donnez au moment du concours. Oui, c'est ça, c'est vraiment ouvert à tous et encore une fois, on est les seuls à avoir cette organisation-là. D'accord. Alors, cette année, combien de catégories dans le concours général agricole de produits? Alors, il y a 8 grosses catégories de produits. Évidemment, il y a la catégorie aussi des vins. Mais il faut savoir que ça fait 480 sous-catégories. Parce que ne serait-ce que sur les fromages, avec tous les types de fromages que nous avons, c'est une sous-catégorie. Et il y en a 27 sous-catégories pour le vin. 27 sous-catégories pour le vin. Ah oui, mais dites donc. Toutes les appellations, toutes les régions viticoles, donc du coup, ont leur concours. Bon. Ouais. Vient de nous rejoindre autour de cette table Arnaud Lemoine, le directeur du Sénéca, qui organise ce salon de l'agriculture. Bonjour Arnaud. Bonjour Vincent. Je vous trouve bien plus reposé ce dimanche matin que dimanche dernier. C'est marrant, enfin il y a un côté paisible. Ou alors complètement terminé. Ah, c'est ça, achevé. Non, alors non, il faut pour tout vous dire, Arnaud était un peu fatigué, mais c'est pas grave. Bah c'est normal. Vous venez de faire une semaine, plus qu'une semaine complète. C'est le dernier jour. Vous avez le droit de vous relâcher un petit peu quand même. Enfin, on relâche pas la pression, cela dit, jusqu'à la fin. Jusqu'au bout, il faut tenir parce que on doit surveiller que tout se passe bien. Parce qu'il manquerait plus qu'un salon se passe mal à la fin et ça on n'en veut pas. Non, c'est marrant ça. On va en parler dans le quart d'heure qui suivra. Juste un mot Arnaud pour dire ce concours général agricole, c'est un peu le cœur de la fleur ici au Salon international de l'agriculture. Beaucoup de choses s'articulent autour de l'idée de ce concours. Eh bien, on a toujours dit que le salon sans le concours général agricole c'était pas grand chose et que le concours général agricole sans le salon c'était pas grand chose non plus. Bon bah voilà, c'est l'image d'un couple. C'est un peu ça, vous savez, on est un peu le Pipo et Chico de l'organisation. Dites donc Olivier, un peu mieux que ça j'espère. Cette année, beaucoup de médailles, mais moins en proportion que l'année dernière par exemple. Vous avez été plus dur dans le jugement des produits qui vous étaient présentés. En fait, ce qui est remarquable, c'est que plus on forme, je vous disais, les jurés amateurs, plus ils sont difficiles. Et plus ils sont exigeants, quasiment autant différemment, mais autant que les professionnels. Et donc du coup, on donne un taux de médailles moindre d'année en année. Plus on professionnalise nos jurés amateurs. Donc moi, ça me va parfaitement parce que ça crédibilise encore plus l'idée du concours. Pour vous donner les chiffres 2024, on a eu 20 307 producteurs qui ont inscrit leurs produits au concours. Et dans la catégorie des produits, on n'a eu que 649 médaillés d'or. Et pour les vins, on n'a eu que 1538 médaillés d'or. Ouais, sur plus de 20 000, c'est effectivement... On voit que c'est serré, hein, quand même. C'est serré, et je vous dis encore, l'excellence, elle est aussi à ce prix-là. C'est vraiment l'illustration de l'exigence. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore une prééminence de la viticulture et des produits autour du vin dans le concours général agricole? Oui, c'est 2/3 des médailles. Des inscrits. C'est 2/3 des médailles, c'est 2/3 des inscrits. D'accord, voilà. Oui, c'est à peu près en proportion. Exactement. Oui, exactement. Autant pour les médailles que pour les inscrits. Vous, Arnaud Lemoine, vous voyez ce concours effectivement comme un petit peu une cité au milieu de la cité du salon parce que c'est contingenté, c'est très organisé par les équipes d'Olivier Allemand, ça roule tout seul. Pour vous, c'est plutôt du bonus, quoi. Oui, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Et puis un peu, quand ce salon a été compliqué, il a été difficile. Et je trouve que le concours général agricole, à un moment donné, c'est le retour aux sources. Quand on a l'impression que tout nous échappe et que c'est compliqué, on revient à l'essentiel, les produits, les producteurs, l'excellence.
l'excellence, la qualité. Donc c'est et la cerise sur le gâteau et en même temps, j'allais dire, le repos du guerrier. Et si je peux me permettre, on parle positivement de ces métiers qui en ont terriblement besoin. Ça c'est important, toute la semaine on a essayé de le faire. Restez avec nous, dernier quart d'heure de cette émission, juste dans 1 minute et demie, et on va faire un petit bilan avec le directeur de ce salon. Allez, à tout de suite. Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants, vous présente Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Toujours depuis le studio de Sud Radio sur la coopération agricole dans le hall 4 du Salon international de l'agriculture. International, on l'a mis un petit peu en veilleuse cette année, j'ai l'impression, avec nos événements paysans d'il y a une semaine et d'il y a plus d'un mois maintenant. On n'a pas trop forcé sur le international. On avait envie que le salon soit bien français, Arnaud Lemoine. Ou alors on en a moins parlé parce qu'il y a 80 ministres des pays de l'OCDE qui sont venus. On a 6 pavillons étrangers en plus, mais c'est vrai, la situation agricole, syndicale et politique a pris le dessus sur pas mal de choses et sur le I de SIA. Arnaud Lemoine, le directeur du Sénéca, avec moi Olivier Allemand qui était avec nous. Je vois qu'on vient vous chercher, Olivier, je vais vous libérer, ne vous inquiétez pas. Mais je vais vous dire pourquoi, parce que dimanche c'est vraiment les finales du trophée international du lycée agricole, et ça aussi c'est important. Ça fait partie effectivement de la transmission, et Dieu sait si ce salon, grâce à son égérie, a été sous le sceau de la transition et la transmission. Et donc du coup on va aller fêter aussi l'excellence de la formation agricole française avec plus de 83 lycées qui sont en compétition cet après-midi. Et puis le concours général agricole, ça n'est que du bonheur, mais avec Arnaud Lemoine on doit faire le bilan, et il n'y a pas que du bonheur dans le bilan. Merci Olivier. Merci à vous. À bientôt. Oui, à très bientôt. Je me tourne vers vous, Arnaud. Évidemment, il faut revenir 9 jours en arrière. À cette ouverture du samedi matin et même la veille, ça bruissait déjà. C'était comme on peut dire trivialement, c'était un salon qui était assez mal emmanché. Oui, et on n'avait jamais vu ça. Honnêtement, on n'avait jamais vu un samedi pareil. Le hall 1 qui est dédié aux animaux, on l'a ouvert à 15h. Du jamais vu dans un salon. Bon. Ouais, parce que le matin, il y avait certes des vaches, mais beaucoup de poulets aussi. Il y avait beaucoup de poulets pour protéger les vaches, d'ailleurs. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Non, très, très sérieusement, évidemment, je reprends votre expression, c'était mal emmanché. Le premier jour, d'ailleurs, en termes de visitorats, on a bu la tasse. Il faut le dire, une fois pour toutes, voilà. Oui. Et depuis, alors on aura les derniers chiffres ce soir, tard, mais ça a été en hausse continue. Oui, ouais. Jour après jour. Jour après jour. Il faut le dire simplement, alors pour les Parisiens, les Franciliens, pas trop grave, mais pour ceux qui viennent de loin, l'image qui a été donnée vendredi soir, samedi par les médias, eh bien, ça pouvait refroidir si on venait de loin, qu'on devait se payer le voyage et de se dire, je vais avoir les barrières fermées ou risquer la bousculade. Personne n'avait très envie. C'est un salon convivial et populaire, et je pense que les images du début étaient à l'inverse de ça. Donc évidemment, des gens qui sont devant leur télé ou qui écoutent la radio et qui entendent ce qui s'est passé à ce moment-là, oui, ils hésitent. Donc ils n'ont pas hésité longtemps, mais ils ont quand même hésité. Oui, ils ont un peu traîné des pieds, c'est bien naturel. J'entendais le président du salon, Jean-Luc Poulain, il y a donc plus d'une semaine, dire on espère qu'on va être autour des 600 000, qui est un chiffre à peu près moyen pour la fréquentation. On va arriver à peu près à ça ? On va pas être loin. Je pense pas qu'on batte ce soir le record de l'année dernière, un des records, mais on sera, je pense, dans la moyenne. Bon, alors après cette journée compliquée, il faut rappeler quand même que non seulement le visitorat a été en constante croissance, mais aussi le bon esprit est revenu vite, parce que ici c'est la fête avant tout. En fait, je le dis moi-même aux politiques, c'est un salon privé. Oui. C'est un salon privé, ce n'est pas un salon public. Oui, c'est ça. Enfin, venez comme vous êtes, mais repartez avec un peu de ce que nous sommes quand même. Oui. C'est-à-dire, j'ai milité pendant très longtemps pour que les politiques viennent au salon, parce que pour moi, c'était la reconnaissance, la fierté nationale et une forme d'attachement. Simplement, il ne faudrait pas inverser la tendance et que ça soit le salon des politiques et plus des agriculteurs, des paysans, des producteurs, des exposants. Donc on fait quand même très attention à ça. La bonne ambiance est revenue, mais pour une raison très très simple, qui me dépasse et de loin. Le salon est plus fort que le salon.
Toujours. Il y a un moment donné, quel que soit l'événement du jour, vous avez des marqueurs de convivialité, des marqueurs qui disent tout ça, oui, ok, mais c'est nous les plus importants. Mais moi, je sais pourquoi les politiques viennent sur le salon, Arnaud Lemoine. C'est parce qu'ils vont pas voir les agriculteurs le reste de l'année. Donc ils ont l'impression d'avoir fait leur due diligence en venant ici rencontrer des gens qui ne voient pas forcément le reste du temps. Alors moi j'ai une autre explication mais qui est pas loin de celle-là. Il y a deux types de politiques au salon. Il y a ceux qui ont un terroir et un territoire, ils viennent le retrouver, et ceux qui n'en ont pas, ils viennent s'en créer un. Voilà. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais d'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites. Excusez-moi, je rebondis là-dessus. Est-ce que ici, c'est du multirégionalisme ou est-ce que tout le monde est, grosso modo, fait partie de cette nation française agricole? Est-ce qu'on sent quand même des tiraillements régionaux? Oui, bien sûr, pour avoir les plus beaux stands, le plus de mètres carrés par rapport à la région. Mais j'ai une anecdote en fait. Le 5.2, le fameux hall 5.2 qui est pour les ultramarins. Ah ouais, on en parlait tout à l'heure avec la filière Rome de la Réunion. Hein. Ça, c'est un peu la zone franche du salon, c'est-à-dire en clair, toutes les régions s'y retrouvent et vous pouvez trouver un Lorrain avec un Occitan et ça ne pose de problème à personne. Ouais, c'est-à-dire tout le monde se sent ultramarin, surtout quand on a goûté les magnifiques rhums qui sont arrangés. Je trouve que c'est sur ce hall-là que tout le monde s'est réuni sans penser de là où il vient. Bah, écoutez, ça. Alors, encore faut-il pouvoir y passer, parce que c'est à touche-touche, le hall 5 en général. C'est là, c'est un peu le carnaval des îles. Je crois que les gens dansent aussi au bout d'un moment. Bon, moi je suis content parce que c'est vrai que on a vu les choses se détendre. On parle souvent d'un autre problème qui est le visitorat des étudiants qui viennent au hall 3 pour boire de la bière toute la journée, chanter fort dehors, etc. Bon, ça met une ambiance aussi, il faut le reconnaître. Il n'y a pas eu de débordement de ce point de vue-là. Moins cette année, c'était les vacances. Ah, ils sont mal au Sénéca. Non, ça a été moins cette année. Ce qu'on a appelé la SIA-attitude, cette espèce de concept pour qu'on puisse bien vivre ensemble au salon, a été plutôt bien appliqué et je trouve que ça va mieux. Bon, quels ont été les moments forts? Parce que il faut bien le dire, vous dites, bon, c'est quand même le salon des agriculteurs, pas celui des hommes politiques. Pourtant, il y a énormément de tractations, beaucoup de discussions qui se font dans la coulisse sur les stands institutionnels. Il n'y a pas que les bestiaux dans la paille. Tout ce monde agricole et l'agroalimentaire viennent quand même se parler ici. On était à 82 visites officielles, protocolaires, politiques l'an passé. On va être à 83 cette année, donc égal. Sachant que 2 années avant, on était à moins de 50. Donc on voit une évolution majeure et on voit bien que le salon, c'est pas qu'une visite, comme vous le dites, c'est aussi un endroit où on fait du business, on fait de la politique, on fait des tractations, on discute, on échange et on voit bien que les stands sont pleins et pleins d'hommes politiques et de femmes politiques. Est-ce que vous arrivez... est-ce que vous arrivez à savoir quels sont les pavillons qui sont les plus fréquentés? Parce qu'il y a un comptage évidemment à l'entrée et à la sortie pour savoir le nombre de visiteurs, mais vous arrivez à faire de l'analytique sur la fréquentation? Les 3 grands halls qui sont les plus visités, il y en a un qui va vous surprendre. Le hall le plus visité évidemment c'est le hall 1. Le hall des moutons, des cochons, des vaches, des chèvres, où souvent les familles commencent par celui-là. Et les scolaires? Et les scolaires, absolument. Absolument. Le second, on y retourne, c'est le hall ultramarin. Oui, c'est le deuxième, le hall 5, le long du boulevard. Absolument. Là. Et le troisième dont on ne parle jamais, mais qui est un des plus visités, c'est le hall des chevaux et des ânes. Ah, ça c'est le hall 6. Le hall 6, exactement. Un peu en hauteur. Il y a un monde fou, et pour la première fois, vous savez, alors pour le coup, les hommes et femmes politiques ne passent jamais au hall 6. Pourquoi? Je ne peux pas vous l'expliquer. Pour la première fois, ils ont eu la visite d'un Premier ministre. C'était une première au salon. Ah oui, il a été voir les chevaux. Gabriel Attal a été voir les chevaux. Il est resté 1h30 et je crois que ça a été apprécié parce qu'ils ont toujours l'impression d'être à part dans le salon. Un peu. Voilà. Et pourtant, c'est une force économique. C'est des enfants équitants, etc. Donc, un savoir-faire français. Un savoir-faire français. On est très bon sur les jumping, on est très bon sur le galop, on est très bon sur tout ça. Et en plus, je sais que le Sénéca est très sensible à tout ce qui touche aux chevaux. Oui, d'ailleurs, je peux vous l'annoncer aujourd'hui, puisque on relance le Salon du Cheval de Paris. Ah, ça c'est chouette. En décembre de cette année,
Et on y collera notre autre événement qui est le championnat du monde de cheval arabe. Et ça sera ici, Port de Versailles, pendant 3 jours. Oui, là on parle de course, mais plus spécialement, j'ai envie de faire le lien moi, entre le monde agricole et le cheval. On essaye de sauvegarder la planète, on essaye d'être durable. Est-ce que le cheval revient de plus en plus en agriculture surtout? Il revient à peu près sur 3 aspects. Beaucoup en viticulture. Pour labourer entre les ceps, sans abîmer sans arracher les vignes, oui, comme les tracteurs. Oui, c'est sûr. Il revient énormément en débardage dans les Vosges, par exemple, ou en forêt du Jura. Ah, c'est formidable. Hein. Et il revient en Alsace et en Lorraine, pas mal, sur ramassage des déchets dans les villages, ou mieux, depuis peu, ramassage scolaire dans certains patelins. Et même pour les rondes de la police équestre, partout où c'est possible, hein, puisque le cheval est un auxiliaire de police extraordinaire. Ils sont là, au milieu des allées à l'extérieur. La police équestre est avec nous. D'ailleurs, on a accueilli pour la première fois et de façon magistrale la garde républicaine montée. Oui, le cheval au salon, c'est pas rien. Oui, et on l'oublie trop souvent, vous avez bien raison, mais c'est peut-être parce que aussi on n'a pas trop envie de penser à la boucherie équine. Vous voyez, non mais quand on parle produits alimentaires, c'est souvent l'image, la première image du salon de l'agriculture. Il n'y a pas que ça. Joker. Ah oui, c'est ça. Et puis il y a de l'élevage qui ne sert pas uniquement à faire des produits alimentaires. Bien sûr. Il y a de l'élevage pour le loisir, pour le sport et pour le travail agricole. Évidemment. Voilà. Et on a su conserver nos races en France. Eh ben, écoutez, c'est heureux, il doit y en avoir un paquet en plus, hein, des races rustiques, on peut dire. Bon. Absolument. Bien, merci beaucoup Arnaud Lemoine d'être venu nous voir ce matin. C'est reparti dès demain pour l'édition prochaine? Mais dès demain, on débriefe ce qu'on appelle un débrief à chaud, un débrief tiède, un débrief froid, tout ça en 3 semaines parce que les leçons à tirer de cette édition sont à faire dès demain. Et voilà, moi ça me donne déjà envie d'être là l'année prochaine. Ben vous serez là. Oh ben j'espère, hein. Si tout va bien, et moi on verra. On se le souhaite. Ah ben non, vous serez là. Si je viens, vous venez, d'accord? Ça marche. Merci beaucoup Arnaud Lemoine, le directeur du Sénéca, directeur donc de ce salon international de l'agriculture. Voilà, les amis, l'émission se termine et 60 ans de salon de l'agriculture prennent fin ce soir. Donc vous avez encore la journée, hein, si vous êtes là en Ile-de-France, direction Porte de Versailles, pour profiter encore de tous ces beaux produits et des chevaux, qu'on peut emporter également. On peut emporter les chevaux, on peut les acheter sur les stands. Il est l'heure de nous dire au revoir, car voici qu'arrivent dans quelques minutes les infos de 11h et juste après ce sera au tour d'Alexandre Devecchio. En toute vérité, je vous souhaite une belle journée. Moi je pars remplir une fois encore mon grand panier que je partagerai avec vous, enfin par la voie des ondes, hein, on va se calmer, dimanche prochain à la même heure sur Sud Radio. Bonne journée. Sud Radio, Ferniaud fait le marché. Avec Métro, partenaire des restaurateurs et commerçants indépendants.